les quatre grands. En apparence, leur mission semble assez simple. Auditer les plus grandes entreprises du monde avec un seul objectif en tête. Vérifier la cohérence des chiffres et l'honnêteté des comptes. Mais sous cette façade se cache une vérité sinistre. Un secret qui a échappé à l'examen du public pendant bien trop longtemps. Je suis encore un peu choquée par l'ampleur de ce qu'ils ont tenté de faire et de ce pourquoi ils ont été pris. Alors que les entreprises pour lesquelles ils travaillent vont et viennent, eux semblent toujours rester au sommet. Les quatre grands sont extrêmement puissants. Leurs tentacules s'étendent sur l'ensemble des grandes entreprises à l'échelle mondiale et locale, et ce pouvoir est incontrôlé, non transparent, invisible. Aujourd'hui, leur rôle initial d'auditeur ne génère plus qu'un tiers de leurs revenus. Le reste provient d'une source bien plus lucrative qu'ils offrent au gouvernement ainsi qu'aux mêmes entreprises qu'ils auditent, les services de conseil. Les quatre grands ont créé une entreprise prospère grâce au conflit d'intérêts. Avec plus d'1 million d'employés actifs dans 180 pays, ils sont partout. Sous couvert de conseil, ils infiltrent les gouvernements et intègrent des failles dans les réformes fiscales. Comment pouvez-vous être présent lors de l'élaboration des lois fiscales ? Et qu'en même temps, vous puissiez vendre des solutions de contournement à des entreprises étrangères. Grâce à leur expertise, ils sont les architectes des dispositifs d'évasion fiscale, créant des failles, conseillant les entreprises sur la manière de les utiliser, puis auditant commodément ces mêmes entreprises. Les experts estiment que leurs dispositifs coûtent à la société au moins 1 000 milliards de dollars par an, ce qui augmente effectivement la charge fiscale pour tous les autres. Tandis que vous remplissez vos impôts, eux rient en allant à la banque. Rien que l'année dernière, ils ont collectivement généré près de 200 milliards de dollars de revenus. Qui est vraiment aux commandes ici ? Ce ne sont pas les politiciens. Et sûrement pas les contribuables. Les gouvernements et entreprises en dépendent. Et toutes les tentatives de limiter leur immense pouvoir et leur influence ont échoué. Mais comment cela s'est-il produit ? Comment les quatre géants ont-ils acquis autant de puissance ? Mais qui contrôle vraiment leur domination mondiale ? Pour comprendre l'ascension de ces géants, nous devons d'abord remonter à leur début modeste. Nous sommes au 19e siècle et les grands projets ferroviaires sont à la mode. La révolution industrielle bat son plein et le monde change rapidement. Cependant, il y a un problème. Le monde de la finance à cette époque est à peu près aussi réglementé que les entreprises de crypto-monnaie installées aujourd'hui aux Bahamas. Il est rempli d'escrocs qui essaient de s'enrichir avec l'argent d'investisseurs naïfs. Comment les investisseurs peuvent-ils distinguer une entreprise légitime d'une arnaque sophistiquée ? Le gouvernement comprend que la confiance dans les marchés financiers est essentielle à la croissance et à ses juteuses recettes fiscales. Alors il trouve une solution. Les comptes de chaque société cotée doivent être vérifiés par des spécialistes indépendants. Une nouvelle industrie apparaît et les cabinets d'audit entament leur ascension. Mais le gouvernement est loin de se douter qu'il vient de donner naissance à un monstre qui ne tardera pas à le dépasser. Au début, tout fonctionne comme prévu. D'innombrables entreprises indépendantes apparaissent partout et se consacrent uniquement à la détection de la fraude et à la tenue de comptes irréprochables. Petit rappel de ma part, si vous voulez que plus de vidéos comme celle-ci apparaissent dans vos recommandations, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Mais il s'avère rapidement que contrôler les entreprises une seule fois et ne rien faire le reste de l'année n'est pas un modèle économique très rentable. Ils réalisent rapidement qu'ils perdent de l'argent et choisissent d'utiliser leurs compétences autrement pour augmenter leurs profits. Les auditeurs maîtrisent déjà les réglementations et leurs entreprises, alors pourquoi ne pas les aider à baisser leurs factures fiscales ? Ils identifient les leviers financiers à actionner, les failles à exploiter et les profits à maximiser. Une nouvelle activité, bien plus rentable, est lancée. Les services d'avance de conseil. Si mes 3 années passées dans un cabinet de conseil en management en Europe, principalement sur des sujets de fusion-acquisition et de gouvernance d'entreprise, m'ont appris une chose, c'est que oui,
Le conseil est un métier de relations humaines, mais c'est aussi incroyablement rentable, et le secteur ne cesse de croître. Pourquoi les cabinets d'audit devraient-ils agir uniquement pour les régulateurs, alors qu'ils pourraient jouer sur les deux tableaux ? C'est le début d'une relation profonde entre auditeurs et entreprises, apparemment gagnant-gagnant, mais comme on le découvre vite, cela aura des conséquences catastrophiques pour des centaines de milliers de personnes et effacera des milliards de dollars. C'est l'histoire de la façon dont les Big Five, issus des fusions des cabinets d'audit mondiaux, sont devenus les Big Four à la suite d'un événement dévastateur. Nous sommes en l'an 2000 et les affaires y sont florissantes. Arthur Andersen, l'un des Big Five, facture à son client de choix, la société Enron, plus d'1 million de dollars par semaine en honoraires d'audit et de conseil. Après tout, Enron peut se le permettre. Elle est saluée comme l'entreprise la plus innovante d'Amérique et la coqueluche de Wall Street. La société de négoce d'énergie se qualifie régulièrement avec humilité de plus grande entreprise du monde et elle est aujourd'hui comparable à Tesla ou Facebook. Cependant, l'histoire prend rapidement une tournure sombre lorsqu'Arthur Andersen devient de plus en plus impliqué avec son client. Encore une fois, le conseil est tellement rentable qu'il gagne plus d'argent en conseillant ses entreprises qu'en auditant leurs comptes. Et leur priorité numéro 1 à ce stade est de satisfaire le client et de continuer à facturer. Enron réalise rapidement son influence et fait pression sur les auditeurs d'Anderson. Ils ont recours, disons, qu'à des tactiques douteuses, comme enfermer un auditeur d'Anderson dans une pièce jusqu'à ce qu'il produise une lettre soutenant un crédit d'impôt massif de 270 millions de dollars. Les associés chez Anderson soutiennent ce comportement, car ils sont accros à une relation tout simplement trop lucrative pour être abandonnée. Sous la pression d'Enron et de leurs supérieurs chez Anderson, les auditeurs se retrouvent dans une situation difficile. Au fur et à mesure que les opérations financières d'Enron se compliquent, la pression augmente. En août 2001 même, le président directeur général a peut-être compris qu'ils étaient allés trop loin. Alors qu'il démissionne, l'entreprise annonce une perte massive et fait chuter l'action. Il sait que c'est le début d'une fin catastrophique. Dans les mois suivants, la panique éclate chez Anderson. Les broyeurs fonctionnent 24 heures sur 24 au 37e étage, près de la tour en rond, tandis que des mains couvertes de coupures de papier les alimentent pendant toute la nuit. Ce n'est pas simplement un nettoyage, c'est une mission d'éradication totale. En plus de 30 000 emails, ils détruisent plus d'une tonne de documents accablants en 3 jours. C'est une tentative désespérée de dissimuler leur implication dans la plus grande escroquerie de l'histoire des États-Unis. Il s'avère qu'Enron a simplement utilisé une comptabilité créative, ou plutôt illégale, au lieu d'une technologie innovante pour générer ses soi-disant profits. Quelques mois plus tard, il dépose le bilan. Les répercussions sont monumentales. Des dizaines de milliers d'emplois sont perdus et des milliards de dollars de valeur boursière sont détruits. Lorsqu'Enron déclare faillite, ils entraînent Arthur Andersen avec eux, transformant les Big Five en Big Four. Seule leur branche de conseil survit et est aujourd'hui connue sous le nom d'Accenture. Le secteur a retenu la leçon. Par la suite, plusieurs dirigeants de cabinets d'audit ont été emprisonnés. La profession d'auditeur a été complètement réformée et le Congrès n'a eu d'autre choix que d'éliminer les conflits d'intérêts dans le secteur. Les auditeurs ont été tenus à des normes plus strictes et une nouvelle ère de responsabilité a commencé. Je plaisante. Bien que cette crise en ait fait du mal à beaucoup de gens et ait anéanti des milliards, ce n'était que le début. La suite sera bien plus dévastatrice, coûtant des milliers de milliards et provoquant une misère généralisée. En septembre 2006, dans les bureaux du cabinet d'audit Ernst & Young, un jeune employé examine consciencieusement des états financiers. Ces chiffres appartiennent à Lehman Brothers. L'auditeur ignore que dans seulement 2 ans, cette même banque fera face à un effondrement catastrophique, marquant l'apogée d'une crise financière mondiale. Pour l'instant, tout semble aller bien. Cependant, alors qu'il se plonge dans les documents, un schéma déconcertant émerge. Repo 105.
Une technique comptable, ou plus précisément une astuce financière, apparaît de façon récurrente. Son seul but est de manipuler les états financiers de l'entreprise et de dissimuler sa véritable santé financière. Le scepticisme s'empare du jeune auditeur. Il reconnaît le risque de réputation et financier imminent pour Lehman. Il consulte ses supérieurs chez Ernst & Young pour vérifier la conformité avec les directives réglementaires. Malheureusement, ses préoccupations semblent tomber dans l'oreille d'un sourd. En juin 2008, les transactions Repo 105 chez Lehman Brothers ont fortement augmenté, inquiétant même le directeur adjoint des finances. À ce stade, les montants en jeu se chiffrent en dizaines de milliards. Il s'adresse à la direction d'Ernst & Young pour exprimer ses inquiétudes. Quand il mentionne les 50 milliards de dollars, ils restent impassibles. Ils ne prennent aucune mesure car ils essaient désespérément de maintenir Lehman à flot. Quelques jours seulement après cette réunion, Ernst & Young valide le rapport trimestriel de Lehman Brothers, malgré la connaissance évidente des auditeurs que les chiffres de la banque étaient gonflés de 50 milliards de dollars. En janvier 2008, Lehman se vante de ses meilleurs résultats financiers de l'histoire de l'entreprise, distribuant des millions en primes. Mais nous savons tous ce qui va suivre. Tu te souviens quand les gens sortaient avec ces cartons? La 4e plus grande banque d'investissement de Wall Street. Le destin de Lehman Brothers. Le 15 septembre? Ce lundi-là. L'effondrement de Lehman Brothers déclenche un effet domino culminant au sommet de la crise financière mondiale. À ce jour, Ernst & Young nie vigoureusement toute faute, en soulignant qu'aucun tribunal ne les a condamnés. C'est probablement aussi la première fois que vous entendez parler de l'implication des Big Four dans l'effondrement du système financier. C'est une catastrophe mondiale estimée à avoir causé plus de 9 000 milliards d'euros de dégâts dans le monde entier. Les contribuables du monde entier ont dû renflouer les banques, dont la plupart étaient auditées par les Big Four, et le monde de la finance est rempli d'échecs d'audit des Big Four pour une bonne raison. Ils s'en fichent tout simplement. C'est parce qu'ils gagnent la majeure partie de leur argent grâce à d'autres activités, dans lesquelles ils excellent vraiment et qui causent probablement encore plus de souffrance dans le monde entier. Ils sont les architectes des schémas mondiaux d'évitement fiscal, ou peut-être plus précisément de l'évasion fiscale semi-légale, pour les entreprises pour lesquelles ils travaillent. C'est une affaire incroyable. Un plan d'évitement fiscal clé en main, combiné à l'assurance que leurs auditeurs internes lui donneront le feu vert, c'est une stratégie qui rapporte des milliards aux deux parties, tout en laissant le contribuable moyen supporter la charge. Un exemple frappant est la création de sociétés écrans offshore, souvent dans des paradis fiscaux où la fiscalité est minimale ou inexistante. Ces sociétés servent de véhicule pour acheminer les profits, permettant aux entreprises de réduire considérablement leurs revenus imposables. Dans les Panama Papers seulement, une fuite qui a révélé les schémas fiscaux des élites mondiales et des multinationales, les Big Four sont mentionnés plus de 100 000 fois. Ils ont fait plus que tout autre groupe pour soutenir le système mondial des paradis fiscaux offshore et détiennent essentiellement un monopole du savoir. Les entreprises, les pays et les organismes publics, les Big Four travaillent pour tous ceux qui peuvent se permettre de les payer. Pourquoi les gouvernements ne devraient-ils pas aussi profiter de leur immense savoir ? En 2014, le gouvernement australien décide de faire cela. À l'époque, ils pensent bien faire un choix intelligent, mais ils sont loin de se douter qu'ils viennent de conclure un pacte avec le diable qu'ils regretteront profondément. Nous sommes en 2014 et le gouvernement est spécialement frustré par les multinationales comme Google, Facebook ou Apple qui transfèrent leurs bénéfices vers des paradis fiscaux et ne perdent pas d'impôts en Australie. Ils se tournent vers les experts et consultent PricewaterhouseCoopers pour les aider à élaborer des politiques équitables et à combler les failles. Mais il s'avère que le cabinet de conseil a d'autres plans. Alors qu'il semble aider le gouvernement à réformer les lois fiscales, PricewaterhouseCoopers prépare secrètement un plan bien plus lucratif. Il révèle des informations gouvernementales précieuses et confidentielles sur la réforme imminente de l'entreprise. Voici un extrait d'une conversation par email interne. Génial pour notre travail de défense contre la loi multinationale anti-évasion. Cela nous place dans une excellente position. PricewaterhouseCoopers approche ensuite ces mêmes entreprises multinationales visées par les réformes avec un plan pour les aider à contourner les nouvelles lois.
Au moment où les lois sont adoptées, il est très clair que les entreprises sont déjà en avance sur le système et que la réforme n'a servi à rien. Pourquoi diable le gouvernement engagerait-il les cerveaux derrière l'évasion fiscale mondiale pour aider à résoudre un problème qu'ils ont eux-mêmes créé et dont ils profitent? C'est comme confier les moutons à un loup. Concentrons-nous maintenant sur la façon dont les Big Four ont réussi à infiltrer les gouvernements, tout en leur causant, ainsi qu'aux citoyens, de grands torts. Un ancien associé des Big Four décrit cela comme une relation faustienne. La spirale descendante est ainsi. Lorsque les gouvernements continuent d'embaucher des consultants parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'expertise en interne, ils cessent de développer leurs propres connaissances. Cela les rend encore plus dépendants des consultants externes et le cycle continue. Les conséquences sont considérables, comme nous le savons tous. Ils ne font pas toujours ce qui est le mieux pour leurs clients. En même temps, ils attirent des fonctionnaires particulièrement compétents avec des offres lucratives et renforcent ainsi leur monopole du savoir. En 2018, par exemple, 2 des enquêteurs fiscaux les plus renommés d'Allemagne ont changé de camp en rejoignant Deloitte. Une pente glissante. Maintenant que nous savons à quel point les Big Four sont loyaux lorsqu'ils conseillent les gouvernements. Aujourd'hui, les Big Four sont omniprésents et plus puissants que jamais. Les sommes d'argent énormes qu'ils manipulent semblent les protéger de toute régulation et de tout examen. Cependant, lorsque l'on considère leur impact massif sur l'économie mondiale, cela soulève des questions sur l'efficacité de ce système. Ces géants du conseil causent un trou estimé à 1000 milliards de dollars dans les poches des gouvernements du monde entier chaque année, alors que leur chiffre d'affaires cumulé n'atteint même pas 200 milliards. Que feriez-vous pour dompter ces monstres si vous pouviez changer le système? Je suis curieux d'entendre vos suggestions dans les commentaires, pendant que les Big Four auditent 99% des plus grandes entreprises. Cliquez ici pour regarder notre vidéo sur BlackRock, le géant qui possède une part dans 99% des plus grandes entreprises du monde.